C'est vraiment un milieu que les hommes ne connaissent pas, c'est le sol. Sans terre, sans sol, on ne mangera pas. C'est le labour profond qui détruit la terre. On est en sol en agonie. Le métier de paysan est le métier le plus complexe du monde. Et on a fait croire que c'était des abrutis. Il ne faut jamais laisser le sol à nu. En 50 ans, on a épuisé nos sols et on arrive au bout du système. Donc il faut réfléchir à un autre. Les produits phytosanitaires, pour l'instant, c'est une béquille, mais ça ne durera pas. C'est pas une agriculture durable, il faut changer, 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 il faut changer. Ça, on va peut-être avoir un peu de calcaire actif. Là, on le verra pas au laboratoire. Oui, c'est vraiment, regarde, on a vraiment du bleu sur juste le calcaire, en fait, le calcaire qui entoure le taparas, alors que tout le reste, il n'y a pas de bleu. Mais en même temps, il y a tellement de fer ferrique. Nous sommes Claude et Lydia Bourguignon, on a créé un laboratoire en Bourgogne et on est biologiste des sols, c'est-à-dire on travaille, on regarde comment les sols fonctionnent pour aider les agriculteurs et les vignerons. Vous voyez, là aussi, on a une très belle matière organique. Là. Plus, à mon avis, aussi du manganèse. Oui, vous avez du manganèse. On va voir si ça va fumer. Nous sommes biologistes des sols et on essaye de... Ou bien on dit médecin du sol. Oh, ça serait un peu prétentieux, peut-être médecin du sol, biologiste des sols. 10YR 6. Donc le sol, c'est un des 3 milieux où s'épanouit la vie. Il y a l'atmosphère, l'eau et le sol. Et le sol est de loin le milieu le plus complexe. La vie du sol, c'est ce qui est très très important, puisque le sol, c'est ce qui va nourrir, c'est ce qui va permettre de faire une alimentation et de nourrir les hommes. Ça vient de lui. Hein. Oui, C'est la racine qui vient de celui-là. Les hommes ont hérité de sols en très bonne santé. C'est vraiment très calcaire. Sans faire attention, on est en train de les détruire et il faut quand même se poser la question pour le futur. Qu'est-ce que feront nos enfants et nos petits-enfants si on ne s'en occupe pas? Et je pense que c'est ça aussi qui nous a fait ouvrir ce laboratoire pour aider et pour maintenir les sols. Voilà, et puis faire du conseil. On est complètement indépendant. La plupart des laboratoires des Isotères sont liés à des marchands d'engrais. Bon, nous, on est complètement indépendants, donc on peut faire vraiment un conseil objectif auprès des agriculteurs. Pour aider les agriculteurs à mieux travailler leurs terres, pour les aider à faire des produits de qualité. Vous voyez toutes vos racines là. Regardez, elles courent à l'horizontale sur la semelle de labour. Là aussi, on va toutes les retrouver là. C'est incroyable, hein? On appelle ça une semelle, mais en fait, ça fait une zone absolument plate. Et comme c'est des sols assez fragiles, ben en fait, la machine a lissé, a compacté les éléments, et ça a fait ce que les agriculteurs connaissent bien. D'ailleurs, ils l'ont tout de suite dit, c'est la semelle de l'amour. Alors pour les racines, ben, c'est tellement dur qu'elles ne peuvent pas le pénétrer. Bah oui, c'est au niveau de... C'est ça, parce que son sol, il est là. Ah non, mais droit. Ouais, mais elle a descendu après. Mais elle l'a pas trouvé comme nous si c'était sur un caillou. La plupart des gens, des laboratoires ou des analyses, on vous dit qu'il se nourrit que là-dessus, que là-dedans, alors qu'il va se nourrir jusque-là. On peut supposer que le quart de manger est plus gros, donc moins besoin de fertilisation. Plutôt que de foutre des tas d'engrais, des tas de machins, il vaut mieux faire attention au travail du sol. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Le labour, on était parti dans des machines de plus en plus profondes. Il faut savoir que plus vous descendez profond, plus vous compactez, puisque plus vous allez descendre profond, plus il faut d'énergie au tracteur pour tirer la charrue. Et plus ça va, plus le socle de la charrue va appuyer sur le sol. Donc on était parti dans le gigantisme agricole et on a créé des semelles particulièrement dures. Quasiment jusqu'à la guerre de 14, les scientifiques ils travaillent vraiment pour la société.
C'est vrai que c'est des journaux qui étaient très bien documentés, des vraies sources, des vraies mines d'informations. Là, vous avez la collection complète du journal Agriculture pratique. Vous avez les plus grands agronomes français qui répondent directement aux questions des agriculteurs. C'est quelque chose qui est impensable maintenant. C'est qu'il y avait une relation directe, ils se sentaient, en tant qu'agronomes, ils se sentaient au service des agriculteurs. Et donc les agriculteurs leur écrivaient, c'était un journal où il y avait courrier du lecteur, et l'agriculteur pouvait écrire aux plus grands agronomes de l'époque, et l'agronome répondait. C'est assez étonnant. Hein. Maintenant, les scientifiques ne s'intéressent plus aux problèmes quotidiens des vignerons ou des agriculteurs. On reprend justement les conseils de ces hommes, c'est-à-dire aller chez les agriculteurs. Les agriculteurs sont étonnés quand ils nous voient arriver. Oh, il y a des scientifiques chez nous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour eux, c'est un peu une surprise. Et si quelqu'un veut juste regarder, là on est à 1 mètre de fond, regardez comment il y a le nombre de trous, on est à 1 mètre de fond, c'est dans l'argile. Regardez la porosité du sol. Là, la main de l'homme n'a jamais mis les pieds. Alors, regardez comme c'est beau. Regardez comment c'est magnifique. Viens voir les petits trous là, c'est intéressant. Non mais c'est vous faire comprendre que quand vous n'intervenez pas, c'est beaucoup plus beau. C'est comme là. Vous allez voir que la faune, elle a fait des trous partout. Elle a fait plein de petits trous. Maintenant, toute la surface, il ne rajoute pas de matière organique. Ça, c'est tout ça qui, de toute façon, dès qu'il se met à pleuvoir, ça ne peut pas rentrer, ça glisse, ça émerge. L'eau glisse. C'est impressionnant la différence. Et oui, et c'est la même surface. Moi je croyais que vous aviez l'habitude. Oh, dis oui, mais vous mettez trop blanc pour regarder. Oui, mais vous savez ce qu'il y a à regarder, nous on découvre. Mais lui il regarde 2 fois, il va voir. Ah, je dis quand vous allez changer de métier, oh bah il coûte trop gros. Ah, la première fois que je vois 100 € là, j'y trouve un peu. C'est ça un changement fondamental pour nous, parce qu'on a toujours pensé que le sol c'était 25 cm, 30 cm, chez nous parfois 15 cm, alors que là on a vu que c'était le dessous était vachement important et qu'il pouvait changer. Donc ça c'est quand même un élément important pour nous. Votre blé, votre maïs à 15-30 cm, heureusement qu'il est plus loin parce que vous ne feriez même pas de rendement, là rien du tout. C'est parce qu'il est au fond et c'est incroyable, ce fond, vous ne le connaissez pas, vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans. C'est fou. Et c'est le garde-manger, c'est le capital, c'est tout ce que vous avez. C'est incroyable. Il faut les aider, ils ont besoin de solutions. Nous, on a été traités un peu de fous, on a travaillé dans le désert pendant des années. Maintenant, on commence à être beaucoup plus reconnus. Des agriculteurs adoptent nos techniques et c'est vrai que ce qui nous motive, c'est de se dire qu'on peut aider ces gens qui, pour le moment, sont accusés de polluer, etc. Alors que c'est pas eux qui ont développé ces modèles. Les bons scientifiques ne s'abaissent pas à faire de la vulgarisation. Nous, on s'abaisse à faire de la vulgarisation. Parce qu'on estime que c'est très très important. Et je pense que quand on connaît bien un sujet, on doit pouvoir l'expliquer clairement aux gens. C'est ce qu'on essaye de faire. Patate, oignons, haricots verts, seulement des céréales tous les 5 ans. Il y a un proverbe qui dit un homme averti en veut deux. Nous, on avertit les gens pour qu'après ils fassent leur choix en conscience. Après, c'est eux qui verront quelle sera leur relation avec le sol. Mais nous, on les avertit. 5%, 10%. D'accord. Puis évidemment, si chaque fois qu'on en avertit un, ça en fait deux, ça vaut le coup. Sentez là, si vous sentez ici, vous allez voir qu'il y a de l'odeur en surface, il n'y a pas d'odeur au fond. Je crois qu'on ne peut pas faire passer quelque chose, un changement, si c'est dans la douleur, si c'est sur la tristesse. Ah, vous aussi. Ouais. On a besoin. Bonsoir Madame Pignon. Bonsoir. Enchanté de faire votre connaissance. Bonsoir. Bienvenue en Roumanie. Les Français qui sont installés depuis un petit moment, ça va de 700 hectares à 3000. Après, on rentre dans des exploitations plus industrielles.
Il y a un arbre malheureux qui tient le coup là au milieu de tout ça. On va dire de faire le trou à l'ombre de l'arbre. Oui. Alors, Donc on est sur l'exploitation de Interagro, donc en présence de Sorine Dogarou, le directeur général du département agriculture. De l'exploitation totale, combien Sorine? 48 000 hectares. 48 000 hectares. Cette parcelle-là, 2000 hectares de blé. 2000. Ça, c'est le futur. Hein. Pas des petites parcelles de 3 hectares. Hein. Je sais pas si c'est le futur. c'est pas des sols très très riches en vers de terre, hein, mais quand même, il devrait y en avoir un peu plus. Et puis surtout, on voit pas de faune du tout, on voit pas de bestiaux. Hein. Le marché des céréales étant tellement volatile qu'on va être à un moment donné obligé de réduire les charges, réduire les fertilisants, les engrais chimiques, réduire la mécanisation, la main-d'œuvre. Et à un moment donné, on avait besoin de savoir et de faire un bilan de santé du sol. Et à part l'azote, vous avez mis quoi? On a mis à l'automne 5 kg de 18,46. 5 kg par hectare de 18,46. 5 kg, pas 5. 100 kg. Ah ben oui, mais excusez-moi, j'allais dire c'est pas beaucoup. 100 kg de 18,45. 46. Et ça, vous le faites tous les ans ou c'est parce que c'était en blé? D'habitude, tous les ans. Tous les ans. Oui. La rotation? Et colza, la dernière année. Oui, et avant? On a fait beaucoup de l'orge avant, mais maintenant, le marché, il est... Il n'y a pas de marché sur l'orge, donc vous abandonnez. Dans toute l'Europe, il n'y a pas. Donc vous faites plus. Vous avez fait à une époque blé, orge comme ça, blé, orge comme ça? Oui, on a fait. Vous l'avez fait? D'accord. L'orge, surtout après le blé. Ouais. Et comme il n'y a plus de marché pour l'orge, vous avez arrêté? Non, on travaille pour les traders qui ont fait de l'orge. Ah oui. Pas pour nous. Hein. Ouais. On ne fait plus une agriculture en fonction des sols, on fait une agriculture en fonction des traders. Voilà. Si vous n'avez pas fabrication d'humus et remonter par les vers de terre des argiles de profondeur pour former le complexe argilo-humique, d'accord, qui est la constitution du sol, si vous mettez trop d'engrais, qu'est-ce qui va se passer? Votre complexe humique ne se fait plus, les bactéries minéralisent et à ce moment-là, les éléments vont descendre dans le profil. Alors un sol, c'est un complexe argilo-humique. Donc il faut que d'un côté, on ait les argiles. Les argiles sont créées en profondeur grâce aux racines qui, avec leurs acides, vont décomposer la roche en argile. Donc ça, c'est une chose. Et au-dessus, les débris végétaux, les feuilles, la litière, les restes de paille vont être digérés, mangés par de la faune, les colamboles, les acariens, les micro-arthropodes, les vers. Salut mon gars, comment es-tu? Salut pas. Ça va? Ça va? Qu'est-ce que tu fais de beau là? Moi je fais des comptages de faune sur un compost d'un gars en maraîchage. Il y a pas mal de... Je sais pas si tu vois les acariens. Bon, là on est à un minimum de entre 200 et 300 espèces. Si on fouille correctement, on trouvera des espèces qui sont toujours pas identifiées par la science. Donc toute cette faune va participer à l'aération du sol de surface. C'est ce qu'on appelle les décomposeurs primaires. Ils vont manger la matière organique, la réduire en éléments petits, faire des excréments, et c'est les champignons qui attaqueront ces excréments. Les champignons vont se mettre dessus, et à ce moment-là, on va avoir création de matière organique, d'humus. Et cet humus, donc en surface, qui va faire le lien? Et en fait, c'est le ver de terre, une faune connue. Et le ver de terre, il est dans son terrier et il passe son temps dessus, au fond. Et à l'intérieur de son intestin, il va mélanger la matière organique et l'argile et fera le complexe argilo-humique. La tête au carré, Mathieu Vidard. Claude Bourguignon, c'est vrai que ça peut paraître amusant quand on parle du ver de terre comme ça, on ne prend pas ça du tout au sérieux. On voit que le rôle de cet animal est absolument crucial
dans le sol. Ah oui, complètement. Le premier scientifique qui l'a dit, c'est Darwin. Hein. Oui. Darwin a dit on ne s'intéresse pas à cet animal et il est pourtant le plus important puisque c'est lui qui fabrique la terre nourricière. On en trouve combien au mètre carré en général de vers de terre dans les sols? Milieu naturel ou milieu agricole? Milieu naturel d'abord, avant que ce soit transformé. Milieu naturel, ça va aller de 1 tonne à 4 tonnes à peu près sur un milieu naturel. Mais maintenant, nous avons des sols agricoles qui ont moins de 100 kilos à l'hectare. Hein, ce qu'on appelle fatigue de sol. Ouais. Vous confirmez cela? Je confirme ça. D'après des observations, on a regardé la population de vers de terre d'un champ avant et après labourage. Et c'est vrai qu'après, c'est un vrai désert. Il faut savoir qu'un ver de terre, quand on coupe en deux, il repousse pas. Soit comme nous, il meurt. Si on additionne toute la biomasse des vers de terre sur la terre et qu'on la compare à la biomasse des animaux qui vivent au-dessus de la terre, eh bien la biomasse des vers de terre sera supérieure. C'est un organisme qui est là depuis la nuit des temps. Il était déjà présent avec les dinosaures et il a toujours été là. Et il faut savoir que sans abeilles, il n'y aurait pas de fruits et sans vers de terre, il y aurait beaucoup moins de plantes. Racontez-nous ce que vous proposez exactement comme nouvelle voie pour l'agriculture. Dans le semi-direct sous couvert, on propose aux agriculteurs d'utiliser une plante de couverture qui va nous servir à étouffer les semi-direct sous couvert. Sous couvert. Il va moissonner son blé et tout de suite derrière, immédiatement, il va semer une plante de couverture qui va profiter des derniers mois chauds de l'année, le mois d'août, le mois de septembre, il y a encore de la chaleur. Cette plante va pomper tous les éléments chimiques que le blé n'a pas consommés, donc elle va nettoyer le sol en quelque sorte. Et en même temps, non seulement elle va remonter les éléments, mais en plus avec ses racines, elle va créer le lit de semence. Et ensuite, l'agriculteur va utiliser un rouleau qui écrase cette plante et il va semer directement dans le sol. Donc là, il n'y a plus du tout de perturbation du sol. Et avec ces techniques-là, on voit remonter les vers de terre, enfin la faune de façon spectaculaire. Maintenant, le semi-direct sous couvert, c'est 100 millions d'hectares dans le monde. Non, c'est plus négligeable du tout, c'est plus du tout. En France, oui, très peu. C'est une culture donc pour faire un couvert végétal. Donc on a fait un petit cocktail de plusieurs plantes. On a de l'avoine, on a du tournesol qui va bientôt fleurir, on a de la vesse, on a de la facélie. Qu'est-ce qu'il y a comme racines? Bon, attends, il y a des racines partout. C'est beau ça, partout. Et vous avez vu ici, vous avez toutes les structures que vous voyez, elles sont toutes verticales. Il n'y a pas d'obstacle à la descente racinaire. Donc. Ça fait un peu comme des grains de sable. On voit que c'est pas du tout compacté. Alors les racines ne sont pas du tout aplaties. Là, elles sont rondes parce qu'elles ont du mal à se développer. Entre les structures. La pollution agricole, c'est pas une fatalité. Si on met des couverts de ce niveau-là, on consomme tous les engrais qui restaient dans le sol. Donc il n'y a rien qui ira polluer les nappes phréatiques. Tout sera recyclé à nouveau dans la future culture. Donc je crois que ce type de couvert montre aux agriculteurs que c'est faisable, quoi. La culture intercalaire, quand elle se développe bien, elle est vraiment efficiente. Elle aère le sol, elle récupère les engrais. Un système racinaire d'une plante travaille beaucoup mieux que nos outils. Elles arrivent, si on regarde bien dans les profils, elles arrivent à travailler le sol, à l'enrichir, sans jamais faire d'effet structure, sans consommer de gasoil, sans consommer d'air de bonhomme. À un moment donné, elles savent mieux travailler que nous les champs. Autant les observer, bien les cadrer, on va dire ça comme ça, bien poser des limites, et puis derrière ça, il faut les laisser faire. Elles savent le faire. Nous, on essaye de le faire, on n'y arrive pas aussi bien qu'elles, autant les laisser faire. Là, comme on le voit, au pied du couvert, il n'y a rien. Il reste 2-3 mauvaises herbes. Le couvert a réellement fait son rôle. C'est-à-dire qu'il est venu concurrencer toutes les mauvaises herbes, il a pris leur place. Et aujourd'hui, ça, c'est des plantes qui gèlent. On a du radis fourragé. Du radis fourragé qui a pour rôle, comme tout crucifère, mobiliser la potasse. Et également de travailler le sol. On a de la facélie. La facélie, elle, qui a pour rôle de faire de la biomasse et de faire de la terre fine sur le premier horizon du sol. On a également le radis structurant, les grosses betteraves, du radis structurant comme ça. Et lui, il a pour rôle potasse également et fissuration profonde. Et enfin, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Le petit pois. Le petit pois, comme on voit là,
c'est une légumineuse, il produit de l'azote pour sa consommation, donc il va laisser de l'azote au sol. Tout ça là, les points blancs un peu rosés que vous voyez, c'est des nodosités. C'est un champignon qui pousse en symbiose avec la plante pour lui fournir de l'azote. Vous le voyez? Je l'ai pas mis là, mais c'était sûr qu'il y en aurait un. Allez, file. Et là, on a la galerie qu'il a fait, le carabe. Allez. Et lui, qu'est-ce qu'il fait alors? Alors lui, ça c'est le prédateur des limaces. C'est lui qui va réguler les populations de limaces. Et donc, lorsqu'on ne travaille pas le sol, l'avantage c'est que justement, on perdure leur efficacité. Là où le couvert a fait tout à fait son rôle, il n'y a aucune intervention chimique. Ça va être que le semoir. On sème en direct dans le couvert vivant. Et après ça, il va geler d'ici une dizaine de jours. Le couvert va déjà être un peu blessé par le semoir. Une fois qu'il va geler, il va être complètement éteint sur le sol. C'est de la nourriture pour tous les organismes qui sont présents dans le sol d'une part. Et d'autre part, le sol il va le rendre aux plantes sous forme de matière organique, d'humus et donc d'éléments fertilisants pour les cultures qui vont suivre. Là on est pile poil dans les 2 premiers centimètres. La graine est très bien positionnée de façon homogène sur le champ. Alors l'intérêt du couvert pour moi c'est que là vous voyez tout mon parc à matériel, tout neuf, tout mon volume de gasoil, la grosse cuve de gasoil, le gros tracteur, les ouvriers qui travaillent et tout, à cette heure-ci ils sont en train de faire le boulot. Et l'avantage c'est que il pleut, ils travaillent quand même. Il va bientôt être midi, il est midi et demi, ils travaillent quand même. Et puis ils m'ont rien demandé encore, ils viennent de faire 2 mois là gratuit. Et en plus de ça, avant de partir, ils vont me laisser un peu d'azote dans le sol pour ma culture qui suit. L'inconvénient, faut s'occuper au mois d'août. Quand on voit tous ses collègues qui travaillent, on se remet un peu en cause quand même. On se demande, on réfléchit bien pourquoi nous on travaille pas. Non, mais les choses bougent. Il y a presque 20 ans en arrière, on était avec le microscope, on était en train de montrer les vers de terre. À ce moment-là, il y a un gars, on était dans le trou, donc il y avait les gars qui regardaient tout ça, puis à ce moment-là, il y en a un qui arrive. Oh les gars, ils sont en train de tirer un 17 socs avec un 300 chevaux. Donc tous les gars, ils sont partis, ça fumait de partout, ça labourait, nous avec nos vers de terre, on était là, tout bête, on faisait pas le poids. On achètera un microscope de 300 chevaux la prochaine fois. C'est des techniques en fait extrêmement performantes pour les agriculteurs. Le labour c'est beaucoup plus simple. Il va labourer, il retourne, il sème. Ça c'est vraiment hyper pointu. Et c'est certainement aussi pour ça qu'il y a des agriculteurs qui ont eu des déceptions parce que c'est pointu. À l'école on a appris de l'agronomie sur une plante. On nous a dit que c'était bien de labourer, qu'il fallait retourner la terre 1 fois par an et toutes ces choses-là. Quand j'ai appris ça, s'il y avait 100 hectares de semi-direct sous couvert en France, c'était le maximum. À l'époque, c'était marginal, donc on ne l'a pas appris. Par contre, ce qui me séduit pas, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, cette technique-là, elle est validée. À l'école, on n'en parle pas beaucoup plus qu'à mon époque. Certains disent si on laboure pas, on récolte pas. Après ça, c'est une vision des choses qui est assez particulière aussi. Personnellement, je pense que moins on travaille le sol, plus on le pérennise. Les racines prennent les trous des vers de terre très régulièrement. On a une symbiose entre les éléments vivants dans le sol et les plantes, quoi. Quand on sait ce qu'on sait sur le sol, sur la vie dans le sol et sur ce qu'il faut pour pérenniser cette vie dans le sol, la charrue devient un outil de destruction massif. Ça, c'est sûr et certain. On a battu le record, 1045 tracteurs, charrues. Formidable à Jusecourt, vous êtes super les jeunes agriculteurs. Une vraie réussite pour cette fête de l'agriculture, 57e du nom. Bravo encore à toute cette organisation.
dit que les charrues existent depuis belle durée et qu'on en fabrique toujours. Alors si vraiment il n'y avait plus besoin, on arrêterait de labourer. Les charrues, on en vend toujours, il y en a des neuves, là, il y en a une belle neuve qui est devant nous. Ici, on fait Si j'extrapole, et vous me corrigez si je me trompe, mais ça veut dire que la charrue, c'est un désherbant sélectif qui coûte quand même cher, parce que vous disiez tout à l'heure, il faut du temps pour le passer, il faut le bonhomme qui sache le faire, il faut le carburant, il faut tout ça. Aujourd'hui, on arrive à remplacer un labour par un étouffement, on va dire, par un couvert, quoi. Oui, ben, Qu'est-ce que vous en pensez? Si ça marche, je ne pense pas que ça soit une mauvaise affaire. Hein. C'est comme si on mettait une bâche sur un terrain, il n'y a rien qui pousse à travers une bâche, quoi. Vous ne donnez pas un coup de désherbant pour... Ce qu'on vise au Roundup, au glyphosate, c'est vraiment les petites herbes vertes pointantes, les vers de labour. Vous, ce que vous appelez le ver de labour, quand vous faites votre glyphosate sur le ver de labour, ben, moi je vise les mêmes plantes, j'utilise le même produit. Quand on met un glyphosate sur une terre à nu pour viser 7 ou 8 pieds de mauvaises herbes au mètre carré et que tout le reste est filtré et s'en va dans l'eau, et descend dans l'eau, alors qu'à côté de ça, si on met la même dose de glyphosate sur une matière verte, sur un matelas végétal qui fait 5-6 cm, c'est le matelas végétal qui va le pomper et indirectement, ça se retrouve moins dans les eaux, quoi. Donc à ce niveau-là, environnementalement parlant, c'est nettement mieux. Donc moi j'ai envie qu'il y ait d'autres agriculteurs qui partent dans ce système-là. Je ne connais pas d'agriculteurs qui utilisent le semi-direct sans utiliser le Roundup. Il faut quand même le reconnaître. Je vous emmène Donc, en voir. il faut travailler Monsanto. Hein. Je vous emmène en voir. Par contre, attention. C'est pas vrai, ils disent pas la vérité. Et les agriculteurs sont complètement pris par ça. Il y a une multinationale qui se fait un pont d'or et qui a en plus dévoyé une technique qui aurait pu restaurer les sols. Et c'est ça qui est lamentable. Et donc là, vous pensez que semi-direct ne peut pas aller sans glyphosate. Mais nous, on travaille avec des agriculteurs qui n'utilisent pas de glyphosate avec le semi-direct. Il y a des précarés, exactement. Mais il y a aussi une autre chose, on parle du CO2, de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Un semi-direct sous couvert. Comme vous allez déjà utiliser moins de produits, moins de fuel, mais en plus vous allez générer de la matière organique, puisque vous allez avoir un couvert, il y aura de la faune, vous allez stocker de la matière organique, donc du carbone, et on stocke, selon les études, entre 2 à 4 tonnes de CO2 par hectare. Si 80% des agriculteurs se mettaient au semi-direct sous couvert sur la planète, il n'y aurait plus de problème de CO2. Je fustige beaucoup la révolution verte. Elle s'est développée à partir de la fin des années 60, début 70. Elle a eu droit à tout l'argent de l'agro-industrie qui voyait l'intérêt dans cette technique-là. Ça consistait à créer des variétés hybrides ou modifier des variétés cultivées pour les rendre consommatrices d'engrais chimiques. Donc ça rend l'agriculteur dépendant d'engrais chimiques. Comme ces plantes tombent malades, il faut des pesticides et ça les rend dépendants des marchands de pesticides. Et donc on appelait ça la révolution verte, le mélange de semences sélectionnées, consommatrices d'engrais, consommatrices de pesticides. Les engrais, au départ, les agriculteurs se sont dit on va augmenter les rendements, mais ça les a entraînés, trop d'engrais, perte de la matière organique, perte du calcium qui attache les argiles et l'humus, perte du sol, érosion, obligation de mettre de plus en plus d'engrais, et en fait ils sont dans un cercle infernal et ils s'en sortent plus.
Une petite question, là j'ai un client qui voudrait chercher de la chlorure de potasse chez toi. Je sais que normalement vous en avez à Montmlein aussi. Est-ce que toi t'as un stock suffisant? Je t'avais dit. D'habitude c'est toujours une vingtaine de tonnes. Voilà. Merci. Ça c'est fait. On est près de l'agriculteur, avec le conseil, avec des fois même quand il y a des craintes, on est un peu là pour rassurer. On est une entreprise, même si on est une coopérative, on est une entreprise, donc ils vendent des produits, qui collectent des céréales, donc nos clients ils nous ramènent nos céréales, nous on peut en vivre, quoi, et nous de notre côté on doit ramener des produits performants et notre technicité, quoi. Bah, c'est comme dans tout commerce. Comme M. Adam, donc il fait du blé, après c'est le colza, après du maïs vin, donc en fonction des besoins de la plante, donc les conseils sont appropriés, quoi. Taux de matière organique, donc là on est à 2,6, c'est très bon encore. Seuil minimum. Sachant que le seuil minimum qu'il faudrait dans un sol c'est 2,2 et le maximum c'est 3. Si demain on peut trouver d'autres techniques pour garder des exploitations viables, qui puissent garder plus ou moins le même niveau de rendement ou même d'autres cultures, que les agriculteurs puissent en vivre en utilisant moins de chimie. On est pour. Tout le monde est preneur. On est preneur. La monoculture, ça n'a jamais été bon en quoi que ce soit en végétal ou même animal ou parasite. Donc il faut toujours qu'il y ait un équilibre de la nature. La nature est bien faite, comme on dit. Et c'est l'homme plus ou moins qui la dérègle, quoi. On est dans un tournant. Moi je suis conscient qu'on ne peut pas continuer dans le système dans lequel on est. Ça, il faut déjà qu'on en a parlé de la vie microbienne avant, la vie du sol et tout ça. Mais bon, ça, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Des fois, le problème c'est paradoxal. Et après, il y a aussi certains verrous chez nous dans la tête qu'il faut qu'ils sautent, quoi. Le problème, c'est les grands groupes, les capitaux qui gèrent le marché, qui dirigent. Voilà, c'est ça, c'est eux qui ont les leviers en main. On s'est foutu de la gueule des agriculteurs, mais sur toute la planète, hein, c'est pas seulement en France. On s'est foutu de la gueule des agriculteurs et des citoyens, parce que du coup, c'est le citoyen qui a des eaux polluées, qui a de la nourriture de mauvaise qualité. Tout le monde s'est fait avoir par ces grands groupes. Comme ça. Vous êtes comme ça. On est comme ça. Vous êtes pris. Et on est comme ça, puis à la gorge aussi, parce que s'il faut faire des efforts pendant plusieurs années financières pour s'adapter à une nouvelle technique, eh ben, on ne peut pas, ou alors il faut vraiment faire des sacrifices, quoi. Le jour où vous ouvrirez les yeux, vous comprendrez que le cancer de notre société, c'est les lobbies, les multinationales. On aura fait des gros progrès. Et vous n'aurez pas l'impression, comme on entend tout le temps, vous attaquez les agriculteurs. On n'attaque pas les agriculteurs. On demande par contre que l'agriculteur essaie de comprendre ce qu'on lui dit. Qui s'est fait avoir par les lobbies. Qui s'est fait avoir et qu'il regarde son sol plutôt que de croire... Et là, ça changera vraiment. On le sait très bien, hein. Voilà. On s'est fait piéger, ça, on le sait. Ah ouais. Alors aujourd'hui, je vais vous dire ce qui se passe. Pour faire des semences, donc par exemple, il y a la févrole, il y a des plantes, il y a le sarrasin, il y a des vesses, des gesses, il y a des plantes qui sont très intéressantes. C'est trop cher sur le marché. Mais les faire soi-même, ça veut dire on peut pas tout faire. Il faut les planter, les semer, il faut en faire de toute façon. Alors on s'en échange entre agriculteurs. Mais on n'a pas le droit. Vous n'avez pas le droit. On n'a pas le droit. Alors on se fait des fausses factures. C'est quand même malheureux de voir ça. C'est mon paquet d'échantillons là. Ah oui, on commence à avoir au laboratoire une belle collection de sols du monde. Hein. Ah, ça, je pense que ça doit décaper dur, ça. Hein. Tous les agriculteurs qui sont céréaliers ne peuvent pas rentrer dans cette agriculture de niche-là. C'est pas possible. Moi, je vois pas les choses comme ça. Il y a 60 millions de Français, plus toute la clientèle européenne qui ne demanderait qu'à manger du bon pain et qui ne peut pas. Elle ne mange que du pain dégueulasse parce que le pain est plus bon en Europe. Pourquoi on n'a pas le droit de manger du bon pain en Europe? Vous ne savez même pas combien on vous achète votre blé. Attendez. Mais je suis la première concernée, vous savez. Vous allez laisser Meunier faire le boulot à votre place, et le coopérative vendra votre place, vous allez tout laisser le finir, vous piquez votre pognon. La payeur, c'est pareil.
Vous n'avez plus voulu vendre. Autrefois, le paysan, il allait au marché, il vendait ses produits. Vous n'avez plus voulu vendre vos produits. Non, moi j'ai toujours vu mon père vendre à la coopérative. Au lieu de faire comme le vigneron qui livre à la COP, qui ne veut pas savoir ce que devient son vin, vous décidiez, vous, de savoir ce que devient votre farine. C'est peut-être une autre façon d'aborder les choses, vous voyez. Oui, d'accord, mais la France est un pays exportateur. Le vin dans les années 60, qu'est-ce que faisait la France? Elle faisait des vins de très mauvaise qualité à 300 hectos. Comme on n'arrivait pas à faire de vin avec, on achetait du sucre de betterave, ce qui faisait la fortune des betteraviers, pour chaptaliser ces vins de très mauvaise qualité, pour réussir quand même à faire au moins à réussir à les faire fermenter. Et comme on n'arrivait qu'à 7-8 degrés, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait venir des blés de force, des raisins de force d'Algérie. C'était les vins d'Algérie, de nos colonies, pour pouvoir faire le vin à 11 degrés dégueulasse qui servait à nettoyer le sol ou décaper les pianos, mais il fallait être costaud pour avoir, voilà, peut-être 3 étoiles, voilà. Bon, on pouvait dire, ça marche. Il y a des fortunes qui se sont faites, hein, dans la région de Montpellier, dans le Languedoc, les gars, ils faisaient du super mauvais pinard, ils ont vécu. Puis un beau jour, les consommateurs ont disparu, c'est-à-dire que les ouvriers de force, de la sidérurgie, les ouvriers agricoles, les mineurs ont disparu. Les consommateurs de ces mauvais vins, il n'y en a plus eu. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les vignerons? Ils ont cessé de fabriquer ça. Ils sont passés de 200 hectos à 30 hectos. Ils ont fait de la bouteille. Il y en a beaucoup qui ont disparu aussi. Et puis, oui, attends ça, sûr. Il y a beaucoup de vignes qui ont été arrachées. Non, pas autant que vous, agriculteurs. Vous avez beaucoup plus, en proportion, vous avez beaucoup plus disparu que les vignerons. 92% des agriculteurs ont disparu, pas 90% des vignerons. Une simple image symbolique. Imaginez qu'on donne du vin à boire aux vaches, mais le vin ne vaudrait plus rien. Je dis à partir du moment où vous donnez du blé aux vaches, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le blé, c'est de la merde. C'est de la bouffe à bestiaux. On en fait même du fioul. Et on fait du fioul et d'essence. Comment voulez-vous qu'il ait de la valeur? Attendez, là, on a complètement tout il suit la valeur du pétrole. Voilà, il suit le cours du pétrole. Un grain de blé, ça reste un grain de blé. Après, si vous voulez aborder le problème des cultures biologiques, ça c'est autre chose. C'est un autre débat. Oui, mais vous dites sans parler de l'agriculture biologique, vous ne pouvez pas dire qu'un grain de blé, c'est un grain de blé. Le grain de blé, il n'est pas partout pareil. Il n'est pas partout pareil. Donc on ne peut pas dire ça. Intrinsèquement, il n'est pas partout pareil. Je ne veux pas vous contrer absolument, mais je veux dire, vous ne pouvez pas dire un grain de blé ici, c'est le même que chez votre voisin, quelque part. C'est ça aussi qui fait... donc on ne peut pas dire un grain de blé, c'est un grain de blé. Ça dépend de votre sol, ça dépend comment vous allez le cultiver, ça dépend de comment vous allez vous en occuper. Et au niveau du taux de protéines, de la qualité de votre blé, ça sera différent. Et vous le savez très bien. Ok, d'accord, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails infimes comme ça, parce que sinon on s'en sort pas. Oui, non, mais... Bien sûr, mais même moi, chez moi, d'une parcelle à l'autre, j'ai pas la même qualité de blé, ça c'est évident. Ben oui, donc voilà, mais le terroir, il existe, il ne faut pas dire... Bon, c'est ce qu'on fait trop, on entend trop, c'est de dire... et à ce moment-là, ça gomme tout à fait, ça gomme absolument tout le travail de l'agriculteur. Quand vous dites un grain de blé, c'est un grain de blé, ça veut dire un grain de maïs, parce que le grain de maïs... Oui, mais ça veut dire que quelle que soit la technique qu'on va utiliser, quel que soit le soin que vous allez prendre à un sol, si on dit ça aux gens, un grain de blé, c'est un grain de blé, ça enlève tout le travail que peut-être ici vous êtes en train de faire, si vous le faites en respect. Donc on ne peut pas dire un grain de blé, c'est un grain de blé. Et ça ferait changer les mentalités. Et à ce moment-là, les agriculteurs qui travaillent d'une certaine manière seraient peut-être un peu plus respectés. Et seraient peut-être moins considérés comme des pollueurs. Parce qu'on entend trop ça, mais vous savez, un grain de blé ici... Les pollueurs, ça, on sait bien que... Voilà. On a mis sur le dos des agriculteurs qui polluent énormément. Mais c'est pour ça que faites attention, parce que vous avez des fois des propos qui vous desservent. Ouais. Je veux bien, mais enfin... Enfin, c'est quoi, ça reste... Les boues, elles sont bactériennes, mais c'est les tonnes de phosphore qui Ah oui, par contre, alors là... Vous ne savez pas communiquer sur vos produits. On a quoi avant? Nous, avant, on faisait du porc. Notre qualité de porc n'était reconnue dans l'Aveyron. Ils partaient dans l'Aveyron pour se faire abattre. Nous, on s'est dit, mais putain, le gasoil que consommait. Et puis nous, personnellement, on voulait manger notre cochon. Si on le faisait pas au noir par un vieux boucher, on pouvait pas en manger. Aujourd'hui, on a été voir la ville de Chaumont avec la chambre d'agriculture en leur disant, voilà, vous avez un abattoir qui tourne, qui tournote. Nous, on se lance avec vous, on le fait retourner. La deuxième chose,
c'est qu'on raccourcit le circuit de commercialisation et on maîtrise notre filière de vente. On produit notre porc, qui est produit avec nos aliments qu'on a fait à la ferme, donc avec nos céréales. Et sorti de l'abattoir, ça va dans notre boucherie. Dans notre boucherie, on a nos bouchers qui découpent la viande, qui font la charcuterie. Le consommateur, il vient, il achète la charcuterie. Économiquement parlant, l'avantage, c'est qu'on lisse notre revenu toute l'année. Le blé qu'on a semé aujourd'hui, on n'est pas du tout sûr du prix qu'on va le vendre. En vendant nos porcs, en autoconsommant notre blé, on sait le prix qu'on va le vendre, puisqu'on connaît le prix de vente de nos porcs. Nous, éleveurs, on est super fiers d'amener nos produits et de pouvoir parler avec le consommateur. Et c'est super valorisant d'avoir un consommateur qui nous dit que notre viande, elle est bonne. C'est vraiment le bout de ce qu'on a voulu faire, quoi. Pierrick Barbeau, je suis paysan installé dans la ferme familiale depuis 4 ans. Éleveur de limousine et puis de moutons charolais et croisés texels. Donc elles sont au foin de près et puis elles ont un petit peu d'enrubanage de luzerne le matin. L'autonomie fourragère alimentaire, c'est la première des économies et puis c'est la garantie de nourrir le troupeau avec des aliments sains, puisque tu sais d'où ils viennent, ils sortent de la terre que tu cultives. Donc c'est là la sécurité, là elle est la sécurité alimentaire, elle est là. Elle est dans ce que tu sors de la terre, quoi, pour nourrir tes bêtes. Hervé, il en apporte, genre pour les cochons, c'est une par jour, quoi. Une chacun par jour. Une par cochon par jour. Voilà. Je m'appelle Lionel Barbeau. Je suis pas sûr que ce soit vraiment... Et ici, on est dans le champ de betterave, dans un champ de betterave qui est sur la ferme de la Gandonnière. La ferme que mes parents ont exploitée pendant toute leur carrière, qui a été transmise il y a 2 ans à mes frères et à un autre associé, Pierrick, Jocelyn et Johan. La force d'un paysan, pour moi, c'est de pouvoir être maître de ce qui se passe sur ces terres. Et j'ai l'impression que c'est pas vraiment le cas. J'ai vu mon père faire de l'agriculture intensive pendant une 20aine d'années. J'ai vu comment ça l'a amené à faire sa conversion pour justement redevenir indépendant, comme il avait vu son père qui était paysan, qui était indépendant. Je suis super fier de mes frères, en fait. Parce que dans le village, il y a quelques fermes, quoi. Il y a une dizaine de fermes. Qui sont toutes conventionnelles, c'est la seule ferme bio ici. On a une drôle d'image dans le village. Mais on est né ici, hein, donc c'est assez facile de discuter avec eux. Mais effectivement, ils nous prennent à la fois pour des fous et à la fois ils admirent, je pense, notre liberté. On est extrêmement libre lorsque toute la nourriture produite sur la ferme est donnée aux animaux. Ils sont conscients que leurs parents, qui étaient la plupart du temps agriculteurs, y arrivaient avec ce système. Ils arrivaient à vivre en utilisant le sol pour produire la nourriture qu'ils allaient donner à leurs animaux. Qu'ils vendent leurs récoltes sorties du sol ou les produits issus de l'élevage, leurs parents, ça fonctionnait, quoi. Ils vivaient pas riches, mais je pense pas qu'on puisse devenir riche avec l'agriculture. Aux embruns, et qui protégeait les terres qui étaient à l'arrière des embruns marins. Donc il y avait aussi la haie, elle a plein d'utilités. Nos grands-parents étaient paysans. Je dis pas à tout le monde de redevenir paysan, mais en fait, si on veut se rapproprier un peu nos vies, ça passe par là, quoi. C'est quelque chose de très simple à mettre en place. C'est l'activité la plus simple et la plus facile à comprendre. C'est compliqué, hein, la vie biologique. C'est pour ça qu'il y a des gens éclairés comme Lydia et Claude qui sont venus ici. C'est très compliqué, mais en même temps, ça reste une activité très simple.
Si on observe et qu'on respecte le sol. Donc c'est un sol profondément dégradé. Celui-là, il a souffert de 4000 ans d'agriculture. Il n'y a plus rien. Il ne vous reste plus que 25-27 cm de sol. Parce qu'à l'origine, il y avait combien? La France a perdu en moyenne entre 1 mètre et 2 mètres de terre. En 4000 ans d'agriculture. Je vais de la terre jusqu'au pain, quoi. J'ai mon moulin et puis mon four et je fais toute la filière, de la production de grains jusqu'à la vente. Donc le plus difficile en fait, oui, c'est de rester constant dans la qualité et que les gens aient envie de manger ce pain-là, ouais, pour pouvoir en vivre. Quand on voit la richesse que peut procurer un sol vivant sur lequel on cultive des plantes qui ont gardé leur capacité de fonctionner avec le vivant, il ne fait pas le moindre doute que s'il y a un type d'agriculture qui pourra nourrir l'humanité, ce sera une agriculture organique et une agroécologie. Ce qu'on appelle la sécurité alimentaire aujourd'hui est la plus grande insécurité qu'on puisse connaître, puisque n'importe quelle rupture en termes d'énergie fossile, et il n'y en a presque plus, remet en question non seulement tout le système, mais à très court terme aussi l'approvisionnement. Et on en a eu quelques avant-goûts avec la grande crise financière mondiale récemment. Donc maintenant, évidemment, il s'agit de passer de la notion de sécurité alimentaire, qui est un mensonge éhonté, à une autre notion développée par les paysans dans le monde qui s'appelle la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire le droit inaliénable des peuples de choisir ce qu'ils cultivent et de quoi ils vont se nourrir et de pouvoir subvenir à leurs besoins de façon autonome et au niveau local. Bon voyage! Si on arrive à orienter nos collègues qui sont sur des systèmes productivistes, si tranquillement on arrive à leur faire comprendre qu'il y a d'autres manières, d'autres techniques qui fonctionnent, tranquillement je pense qu'il y a un avenir qui peut être un peu plus serein qu'il n'est actuellement. Ouais. On parle de durabilité, c'est le mot à la mode, quoi, mais les systèmes pérennes, pour moi, ils doivent aller dans le respect de la terre qu'on nous a léguée, quoi. Pour que, génération après génération, chacun puisse vivre de cette terre. Ouais. Nos collègues qui sont dans des systèmes productivistes ont dans l'idée que nourrir le monde dépend d'eux. Mais je pense qu'on est capable en agriculture biologique de pouvoir nourrir à l'heure actuelle le monde entier, quoi. Je m'excuse, posez votre question. M. Bourguignon, votre point de vue sur le bio. Donc le problème du bio d'abord, c'est qu'il n'a pas bénéficié des développements scientifiques puisque jusqu'à il y a très peu de temps, c'était interdit de faire des recherches là-dessus. Donc il y a un énorme retard par rapport à l'agriculture dite conventionnelle. Cela dit, vous serez tous obligés de faire de l'agriculture biologique dans les années qui vont venir, mais une véritable agriculture biologique, c'est-à-dire une agriculture qui sera réellement basée sur des approches scientifiques, sur des associations complexes, des rotations complexes, et vous pouvez faire une agriculture avec extraordinairement peu de produits chimiques.
Deuxième question, pourra-t-on nourrir toute la planète par le bio? Bah oui, puisque le rendement moyen est de 30 quintaux à l'heure actuelle sur la planète et qu'on fait 30 quintaux en bio sans problème. Ouais. Mais on sait qu'on peut parfaitement nourrir l'humanité. Vous savez que les plus gros rendements, ils ne sont pas faits en agriculture conventionnelle. Hein. C'est l'agriculture paysanne qui fait les plus gros rendements du monde. Oui, pas du tout. Aucun champ au monde n'est capable de produire, comme par exemple si on prend le maïs, n'est capable de produire autant au mètre carré que le champ des paysans mexicains où il y a le maïs avec le haricot qui s'enroule autour et les courges entre les rangs. Le problème, c'est qu'on ne sait pas mécaniser. On n'a pas de moissonneuse-batteuse qui ramasse en même temps les courges, le haricot et les maïs. Ça, on ne sait pas faire. Mais ne confondez pas productivité par homme et productivité au mètre carré. L'agriculture la plus productive au mètre carré, c'est l'agriculture paysanne. La plus productive par homme, c'est l'intensive. Mais si vous voulez nourrir beaucoup de monde, il faudra revenir à une agriculture paysanne. Hein. Jamais autant d'hommes qui ont souffert de la faim qu'en ce moment. Nous sommes arrivés à un tel niveau de décadence que nous ne savons plus faire la différence de hiérarchie des choses importantes. Le plus important, c'est la nourriture. Aimer son enfant, c'est bien le nourrir, c'est pas lui acheter un iPod. Maintenant, les gens vont au supermarché, ils coulent les petits commerces locaux, on coule les producteurs locaux. Je veux le moins cher possible. Si le pétrole passe à 200 le baril, ça va entraîner un processus curieux qui est que les gens vont revenir comme autrefois à dépenser plus de la moitié de leur salaire en nourriture. Donc ça voudrait dire qu'ils ne pourront plus acheter de biens industriels, donc l'industrie industrielle tombera. En fait, tout ça, c'est les grands mouvements dans les civilisations, c'est bizarre. Hein. C'est la fin de notre civilisation et la nouvelle sera, on mettra plus la nature au centre et puis l'homme sera peut-être tout petit. Quand on sera plus tard, la terre se remettra, ça mettra du temps, mais en fait, c'est pas une fin. Elle va durer. C'est nous qui sommes en danger, mais pas la terre. Donc il ne faut pas se moquer des diplodocus. C'est une grande réussite, les dinosaures. Ils ont quand même duré 150 millions d'années. Ça fait partie des grandes réussites du système vivant. L'homme, quand on voit dans quel état il a mis son environnement en 3 millions d'années, il y a des soucis à se faire. Allez, on va manger. Hop. Voilà, comme ça va aller.